Non, 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 oui, bah voilà, oui, ouais, non, c'est la tablette PC. Et Dieu sait que Gates a été super effectivement enthousiaste sur scène. Il a dit ouais, dans 5 ans, bon, voilà, on va killer le PC. Et au bout de 12 mois, c'est lui qui a killé le tablette PC. Qui a repris le projet Java Enterprise Edition? Non. Qui a repris le projet Java Entreprise Edition? Non. Il n'y a pas longtemps, hein. Non, non, et il y a un an. Ouais. Chez qui alors? Non. Non, non. Non, parce que tu te trompes en fait de fondation, toi. Alors? La fondation Eclipse? Notamment tout ce qui tourne autour de Jakarta. Bon, qui a répondu? Allez, un petit relais. Euh, Goodies HPE, donc nos sponsors. Donc je retourne à ma fameuse question. Deux OS qui ont un rapport avec Star Trek. Donc on a eu une première réponse. Donc c'est l'OS de Warp, mais il me manque le deuxième. Ah ah. Alors là j'avoue, bah, pour trouver il faut vraiment connaître, hein. Non, non, non. Non, non on est années 80, 92, 93, limite 94, projet interne qui n'a jamais été mis en avant. Non, non. On a vu quelques slides à un moment donné. Non, 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 ça pas Copland. Ni le successeur de Copland, qui s'appelait Gershwin d'ailleurs. Alors, indice, il fonctionnait sur plateforme Intel, alors que son code d'origine, c'était pas une plateforme Intel. Même pas du PowerPC à l'époque. Non, c'est encore avant. Non. Il fonctionnait sur base 68000. Et c'était un projet interne, effectivement, pour porter sur Intel. Non. Bon, bah, non. Non, non, non. Alors là, je vais être très très gentil. La réponse est dans la question. La réponse est dans la question. C'était le projet Star Trek. Bah voilà, et oui. Voilà. Alors, qui? Allez, encore une autre question, et après je donne la parole pour le côté Ansible. Oui, c'est ça, Ansible, hein. Ou Terraform, oui, Ansible, oui, quand même. Donc la fondation Eclipse, je l'ai. Alors qui? Alors là, on va gagner. Bah pareil. Alors non, là, je vais changer. On n'est pas assez riche ici, hein. Un AT-Tiny 85. Voilà. Qui a développé le système Tizen? Facile. Bah oui, Samsung. Ouais, mais tout. Encore? Ah, l'enfoiré. Ouais. Prendre de la culture G. Voilà. Voilà, donc si j'ai le courage de trouver une autre question en évitant de reposer les mêmes questions, bravo, voilà. Voilà, et je laisse la parole.
donc à David. Oui, Voilà. bonjour. Donc, j'ai bien noté dans mon truc. Qu'est-ce que Red Hat? C'est Voilà. une très bonne Donc, question. alors, donc on va parler de tout ça. Voilà. Donc C'est ça. de multi-cloud. Ouais. Alors bonjour à tous. Donc moi je m'appelle David Clovel, je travaille chez Red Hat France. J'ai un GitHub sur lequel tout se trouve. Donc vous allez pouvoir retrouver toute cette démo sur GitHub. @automaticdavid, c'est mon nickname. Alors généralement les gens sont quand même au courant qu'aujourd'hui faire des trucs à la main, ça va une fois. Et donc la perspective d'Ansible, c'est vraiment l'automatisation de tout. Voilà. Le but, c'est de tout automatiser et d'avoir tout dans Git. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui ce qu'est Ansible, comment ça marche. Je ne sais pas si des gens sont familiers avec Ansible. Souvent, c'est quand même le cas parce que c'est quelque chose qui a eu beaucoup de succès. Je vais vous présenter notre API pour Ansible qui s'appelle Ansible Tower. Et après, je vais faire des démos. Et le but de ces démos, c'est de montrer vraiment une mise en œuvre DevOps pour de vrai. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre en introduction? Ah oui, Red Hat, donc c'est Red Hat Enterprise Linux, mais pas que. On fait aussi Ansible et on fait aussi OpenShift, qui est notre solution Kubernetes. Donc moi, je fais que de l'Ansible quasiment chez Red Hat, mais souvent les gens ont tendance à penser qu'on est que Linux. C'est pas du tout le cas. Même si tout tourne sous Linux et tout tourne sous RHEL, et une partie de ma démo multi-cloud va se baser sur le fait que j'utilise des RHEL partout. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire avec Ansible? Donc, avec Ansible, vous pouvez tout faire. C'est magique. En fait, vous pouvez utiliser un langage, c'est même pas un langage, c'est des fichiers de description. Le but, c'est de décrire un état, l'état qu'on veut atteindre, et on va pouvoir appliquer cet état à un très grand nombre de cibles. Donc, le scope de l'automatisation Ansible est assez vaste. On fait beaucoup d'automatisation réseau, on automatise des nodes, des serveurs, du Windows. On peut faire de l'orchestration, on peut intégrer toute la stack dans des process de continuous delivery. On peut même utiliser Ansible au-dessus pour faire du continuous delivery avec Ansible, dans le sens où souvent aujourd'hui c'est Jenkins qui fait l'orchestration du pipeline. C'est cool, mais Jenkins en fait c'est un outil de build. En production, ça peut être un peu problématique avec les problèmes qu'il y a de voir une grosse appli Java comme Jenkins en production, avec des plugins qui peuvent être incompatibles, etc. Donc il y a différentes approches et on est assez flexible sur comment on va s'intégrer. Alors il y a trois principales caractéristiques à Ansible qui le distinguent des autres, disons, configuration management tools qui sont sur le marché, hein, donc Puppet, Chef. La première grosse distinction, c'est que c'est sans agent. Donc Ansible, il utilise la couche de transport SSH ou WinRM pour Windows, ou même SSH pour Windows pour les rares qui ont été jusque-là. Et ça veut dire qu'on est très facilement opérationnel. En fait, on installe Ansible et on automatise des nodes Linux pour peu qu'on ait une clé SSH, des nodes Windows pour peu qu'on ait un compte Kerberos autorisé à faire du WinRM. Donc ça, ça met enfin, comment dire, la mise en œuvre provoque l'adoption quelque part. C'est-à-dire que comme il n'y a pas installé d'agents, manager des nodes, ça devient immédiat. Il n'y a pas à gérer les upgrades des agents. Donc cette simplicité opérationnelle a été un gros point d'adoption. Un autre point, c'est que c'est hyper simple. Donc les fichiers intent dont je vous parle, c'est-à-dire le fichier d'automatisation d'Ansible, le playbook, c'est du YAML. C'est même pas un langage de programmation. Nous, on dit que c'est même pas du code. On dit qu'on le gère dans Git comme du code. Mais en fait, le but, c'est vraiment d'avoir une super simplification des process d'automatisation. Alors, c'est toutes ces caractéristiques, ça a donné une adoption massive d'Ansible dans toutes ces moutures. Donc, il y a des moutures open source. Chez Red Hat, tout est open source. On a toujours un produit upstream. Et puis après, on a un packaging pour l'entreprise avec du support. C'est le cas pour Ansible, c'est le cas pour la version GUI API que je vais vous montrer qui s'appelle Tower. Mais toute version confondue, la contribution communautaire est colossale. Les projets GitHub pour développer des modules, je vais vous expliquer, sont hyper actifs. Sur le réseau, c'est de la folie. On automatise de plus en plus le réseau avec Ansible. Donc
voilà, on considère qu'on doit faire quelque chose de bien, en fait, pour que les gens l'apprécient autant. Voilà, ça c'était l'intro. Alors maintenant, je vais rentrer un petit peu plus dans la technologie. Donc, comme je vous disais, il y a des playbooks. Les playbooks sont écrits en YAML et c'est une suite de tâches. Donc, l'entité de base d'Ansible, c'est des tâches, des tasks, et on enchaîne des tasks comme une recette de cuisine. Et ces tâches, ça va donner une séquence d'automatisation qui vise à décrire un état à atteindre. Les tâches, elles utilisent des modules. Donc le module, c'est le mot-clé, c'est le plus proche de la programmation avec Ansible, donc c'est le module. Donc on va avoir un module Yum, il installe les packages Yum. Un module F5 Monitor, lui, enfin il s'appelle pas exactement comme ça, il s'appelle Big IP F5 quelque chose. Lui, il permet de configurer les monitors dans un load balancer F5. Donc tous ces modules, ils sont fournis avec Ansible. Donc une task, c'est un nom de tâche et le module qui va être appelé. Ce module, il prend des variables en paramètres. Donc typiquement, si on est en train de configurer un moniteur dans un load balancer, bah, le nom du moniteur, le port qui va être monitoré, peut-être l'URL qu'on va essayer de taper pour faire le monitor du load balancer. Si c'est un package qu'on est en train d'installer avec le module Yum, le nom du package, sa version, peut-être le repo où on va le taper. Si c'est un repo foreign, la clé de validation du repo, etc. Donc, ces modules, ils sont livrés avec Ansible. Il y a des modules communautaires aussi, tierce partie, et vous pouvez écrire les vôtres. Et le moment où vous faites de la programmation avec Ansible, c'est le moment où en fait il faut écrire des modules. Parce que le but d'Ansible, c'est de garder cette logique très simple. Et écrire des modules, c'est un sujet dont on peut parler. Avoir un module, écrire un module, c'est bien. Le contribuer à Ansible Core, c'est encore mieux. C'est un de mes buts personnels. Voilà. Donc les playbooks, ils utilisent des modules. Une autre forme de module, c'est le plugin. C'est une sorte de module qu'on utilise un peu différemment, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Et tout ça, on l'applique sur un inventaire. Et l'inventaire, c'est la liste de nodes sur lequel on va appliquer ce playbook. Donc l'inventaire, c'est un concept vraiment crucial dans Ansible. Et ça peut être un simple fichier texte qu'on met dans Git, qui décrit les serveurs, leurs IP, leurs noms, peut-être avec ce quoi on se connecte. On peut attacher des variables à chaque serveur qu'on met dans l'inventaire. Ça peut aussi être un inventaire dynamique qu'on extrait d'une source comme un vCenter, AWS. Moi, je vais avoir des inventaires dans AWS et dans Azure, par exemple. Là, on va taguer les VM dans vCenter ou dans AWS, et ces tags, ça va devenir des groupes dans l'inventaire, et ensuite, on va pouvoir faire des tranches dans l'inventaire. On va pouvoir dire, moi, je veux les web serveurs de l'application Toto dans l'environnement développement. Et là, ça me donnait que cela, et je vais dire, cela, tu appliques le playbook qui passe Apache à telle version. Ou bien je peux avoir un playbook qui dit quelle est la version d'Apache. Comme ça, je peux demander avant de le faire. Donc cette idée, c'est de faire des tranches d'infrastructure au travers de l'inventaire de façon à appliquer nos playbooks. Voilà. Et donc là, je vous ai expliqué tout Ansible. Après, il faut juste aller voir la doc des playbooks, la doc des modules et écrire des playbooks. Alors les modules, justement, un petit point, on a des modules Windows. Généralement, les gens pensent qu'on ne fait pas de Windows parce qu'on est Red Hat. C'est pas vrai. En fait, on peut tout automatiser dans Windows. On peut utiliser les modules PowerShell. Donc en fait, je vous ai dit, Ansible, il se connecte en SSH en WinRM et il y a deux prérequis derrière ça. Sur la target Linux, il faut avoir Python. Ansible, c'est full Python, tout est en Python. Et sur la target Windows, il faut avoir PowerShell. Pas de surprise. On automatise aussi les devices réseau. Donc là, Red Hat Entreprise fait un effort monumental pour automatiser le réseau. La raison, c'est qu'en fait, finalement, un des use cases classiques, c'est le provisioning. Donc on provisionne des VM dans une infra legacy, etc. On va vouloir créer des VLAN, ouvrir des ports dans un firewall. Et cette couche-là, finalement, il faut aussi l'automatiser pour avoir un package complet, quoi. Aujourd'hui, quand on fait du Software Defined Networking, souvent, c'est des solutions propriétaires. C'est Cisco ACI. Voilà, il y a des tas de fournisseurs de solutions, mais il y a un lock-in. Donc nous, on propose une solution alternative à ça, qui est d'automatiser le réseau de façon logicielle, mais de façon agnostique, n'importe quelle cible. Donc on a des centaines de modules, Cisco, Arista, Fortinet, et j'en passe. Donc voilà, vous irez voir sur le site d'Ansible la liste des modules. J'ai dû en utiliser pour tout 15%, parce qu'il y en a, il faut vraiment avoir le use case, quoi. Alors voilà un exemple de playbook. Donc un playbook, comme je vous le disais, c'est une liste de tasks. Alors on commence par un premier nom
qui est le nom du playbook. Ça s'appelle le play. Dans un playbook, on peut avoir plusieurs plays. Et donc ce play, il va installer et démarrer Apache. Il va l'appliquer sur un groupe d'inventaire qui s'appelle web. Donc là, on ne sait pas d'où il vient. Il vient peut-être d'un inventaire dynamique, peut-être qu'on lui passe le groupe, on lui passe un fichier d'inventaire à l'exécution. Il y a différentes façons de faire, je vais vous montrer ça. Become, ça veut dire qu'on va devenir root. Donc ça, c'est souvent on a besoin de faire ça. Ça veut dire qu'on peut avoir une clé SSH d'un utilisateur qui n'est pas root. Donc on va se connecter avec un utilisateur non root, mais lui, il va être un sudoer, et donc il va devenir root à l'exécution quand il en a besoin. Et puis après, il y a une liste de tâches, comme vous pouvez voir, c'est vraiment pas sorcier, quoi. On fait un yum, ensuite on copie le site web, et après on start le service. Évidemment, c'est un playbook très simple, ce que je vais vous montrer en vrai vont être un peu plus compliqué, mais ça, c'est toujours cette philosophie-là, quoi. C'est toujours, on lit les names, on fait un grep name là-dedans, et on a une documentation de ce segment d'automatisation, quoi. Alors là, ils vous redisent ce que je vous ai expliqué. Voilà. Hop là. Alors, ça, c'était Ansible. Et moi, je vais surtout vous montrer Tower. Et donc, Tower, c'est la couche entreprise de Ansible. On peut faire la même chose avec l'un, avec l'autre, sauf vraiment la partie API. La grosse force de Tower, c'est que ça expose une API. Et donc là, tout est possible. On peut l'intégrer dans un autre truc qui appelle une API, comme ServiceNow. Donc, on a des clients industriels qui ont des services portal. Les gens se connectent avec un utilisateur AD. Ils remplissent un formulaire, ils ne savent pas du tout, quoi. Ça leur pose des questions métiers, de quel BU tu fais partie, qu'est-ce que tu veux consommer comme application. Et derrière, ça va faire un call API à Tower qui va exécuter des playbooks qui, eux, vont être techniques. Ça permet de mettre une couche d'abstraction entre le besoin métier et la réalité technique. Et puis également, avec Tower, ce qu'on fait, c'est qu'on log tout vers Splunk ou ELK ou n'importe quel target syslogd. Quand on fait de l'automatisation dans les entreprises, c'est quelque chose qui devient vite critique, en particulier l'automatisation réseau. Et ça va de soi, on expose aussi l'intégration LDAP, OAuth, etc., quoi. Ce qu'on dit aussi avec Tower, c'est peut-être pas exactement hyper intéressant pour vous, mais c'est quelque chose qu'on voit vraiment dans les entreprises, c'est on peut faire une infrastructure massivement scalable. Donc on a des clients qui automatisent 20 000 nœuds, 5 000 nœuds réseau et 15 000 serveurs avec Ansible. Et ils ont des développeurs qui provisionnent des infrastructures et en même temps, ils ont des gens qui passent des patchs de sécurité. On peut séparer les computes d'automatisation. Donc on peut dire, là j'ai 2 serveurs, c'est pour les développeurs quand ils provisionnent des VM. Là j'ai 2 serveurs, ils sont réservés à mon patching sécurité. Là j'ai des serveurs, ils sont dans une zone remote, dans une DMZ. Donc là ils sont dans un cloud public par exemple. Donc ce que je vais vous montrer moi dans le cloud public, je vais provisionner des VM, elles vont avoir que des adresses IP privées. Parce que les adresses IP publiques dans le cloud public, ça coûte cher. Et je les accroche à un load balancer qui lui a une adresse IP publique. Alors évidemment, c'est pas hyper pratique d'automatiser des nœuds qui ont des adresses IP privées non routées, quoi. Donc j'ai mis un nœud Ansible dans le cloud public, c'est lui qui les pilote. Lui, il a une adresse IP privée, une adresse IP publique, il a 2 pattes. Et Tower, j'ai qu'un port qui va être ouvert, un seul port 22, ça s'appelle un isolated node. Donc on peut comme ça piloter des DMZ. Et puis là-dedans, on peut évidemment faire des groupes de compute, scaler. Voilà, c'est une offre qui permet de. En plus, c'est une architecture assez simple, quoi, puisque finalement, c'est un Linux, du Python et RabbitMQ. Voilà. Donc, le résultat de ça, c'est que on automatise des très grosses quantités, quoi. Donc là, je vous ai parlé de l'API externe, c'est-à-dire ce que Tower expose comme API. Mais en fait, de Tower lui-même, enfin de Ansible, on peut avoir un module qui call une API externe. Donc du coup, on peut revenir, on peut être appelé depuis ServiceNow, faire des trucs, et puis ensuite dire, voilà, bah, j'ai créé 5 VM, elles appartiennent à machin, prendre des métadatas, les stocker quelque part, appeler Jenkins, appeler n'importe quoi d'autre qui a une API, avec un module à nouveau. Et ce module, il va faire la couche d'abstraction entre une API qui peut être compliquée, comme l'API AWS, et le fichier YAML hyper simple de description. Donc finalement, le module, c'est cette couche d'abstraction entre le YAML et la target, que ce soit un node ou une API. Comme vous avez vu une présentation Terraform, on vous l'a dit, les API cloud public, elles changent très rapidement, elles changent beaucoup. Et donc nous, on essaie de mettre à jour les modules. C'est un des enjeux de cette couche d'abstraction, c'est d'avoir des modules à jour.
Et au final, ce qu'on propose avec Ansible et Tower, c'est d'avoir une API permettant de l'automatisation. Donc en production, vous allez offrir un endpoint d'API et les gens vont pouvoir consommer cette API. Alors vous pouvez avoir un front-end, quel qu'il soit, mais vous pouvez aussi avoir des systèmes qui l'appellent, comme par exemple Jenkins. Donc on va avoir des chaînes de delivery continue qui vont appeler du provisioning Tower, exécuter une automatisation qui va provisionner des VM, etc., les donner aux développeurs, exécuter des tests, et puis après, tout béné. Donc ça permet d'avoir une infrastructure de test toujours propre, toujours à jour, et également à l'image de la production, ce qui est un petit peu la clé de voûte d'un système d'intégration continue, parce que si vous faites ça à la main, c'est ce qu'on voit dans certaines entreprises, en fait, finalement, provisionner des VM, ça prend 3 semaines. Donc, le développeur, il utilise tout le temps les mêmes VM de test. Donc, à un moment, elle drift. Et donc, il y a un moment où la validité du test, elle est plus significative par rapport à l'infra en production. Et quand vous passez en production, vous vous rendez compte que les tests n'étaient pas bons, mais c'est trop tard. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Ansible, on fait ça pour une infrastructure que je vais qualifier de legacy, c'est-à-dire des VM, des nodes, pas des containers. Voilà, généralement dans les systèmes de containers, on a ça livré, on vous le livre avec OpenShift, la chaîne de CI/CD, elle est intégrée, mais vous avez déjà des applications en prod, il faut les tester aussi. Et ce qu'on vous propose, c'est ça, c'est de faire cette approche de développement moderne sur des infras qui ne sont pas forcément à jour. Et on va même un petit peu plus loin que ça. Donc, comme je vous le disais, comme je vais vous le montrer, tous les playbooks sont dans Git, tout est dans Git, tout est as code. Ce qui veut dire que vous avez une automatisation qui est en cours de développement. Vous avez une automatisation qui est en production. Elle provisionne des VM. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne bouge pas, quoi. C'est-à-dire qu'elle est consommée en production par des gens qui, eux, font peut-être du développement d'ailleurs. C'est peut-être des développeurs qui consomment cette automatisation de production. Mais vous continuez le développement de votre automatisation. Peut-être, vous allez dire, je vais rajouter des load balancers, je vais rajouter une gestion du réseau, je vais taguer mes VM différemment. Enfin, il faut enrichir son use case d'automatisation. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est d'avoir une approche DevOps, y compris dans la fourniture de l'automatisation. Donc, on va avoir des inventaires de production, des inventaires d'intégration et des inventaires de test, y compris pour l'automatisation. Donc, je teste mon automatisation avant de la livrer en production. Comme c'est du YAML, que c'est très simple, je peux déléguer l'écriture d'une automatisation à quelqu'un qui est l'expert de son domaine. Donc, je reprends le use case du load balancer. Généralement, il y a des gens, ils sont hyper forts en load balancer, d'autres, ils n'y connaissent rien. Le gars qui maîtrise le load balancer, il écrit les playbooks de load balancer, il fait un rôle. Un rôle, c'est une forme de librairie d'automatisation qui peut être consommée par quelqu'un d'autre. Il a un rôle de développement, c'est là qu'il le fait, et un rôle de production. Ce rôle de production, il peut être consommé par quelqu'un qui écrit l'automatisation du déploiement de l'infrastructure. Alors lui-même, il a un rôle de développement. Par contre, dans son rôle de développement, il utilise le rôle de production pour le F5, parce que ce n'est pas lui qui le développe. Une fois qu'il a fini de faire ça, eh bien, il va mettre son rôle de provisioning de l'infrastructure en production. Et là, il aura donc la consommation. Alors, ça n'empêche pas le gars qui automatise les F5 d'avoir lui-même son rôle de développement et de continuer le développement de l'automatisation. Donc, la simplicité du langage associée à tout dans Git, ça veut dire qu'on a des gens qui font des pull requests pour demander au mec qui développe le rôle d'automatisation F5 une nouvelle fonctionnalité pour pouvoir l'intégrer dans son rôle à lui, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on voit, c'est-à-dire qu'on commence avec des use cases où genre ça prend 3 semaines pour installer une VM et on termine avec des équipes d'ops qui vont dans Git, qui font des commits, qui font des pull requests. Donc c'est vraiment le but, c'est de passer les teams Ops à Git en fait, quoi, hein. Il y a vraiment l'agenda secret, c'est ça. Donc là, j'ai rappelé rapidement les workflows Git. Ce qui est important, et c'est ce que je vais vous montrer, c'est d'avoir une branche master. Enfin, il y a plusieurs façons de faire, mais c'est une des façons de faire, une branche master qui est toujours releasable. Donc ça sous-entend que mon automatisation en production, c'est la branche master. Et les gens qui vont utiliser mon rôle en production, ils utilisent la branche master de mon rôle. Et puis moi, je peux faire des bug fixes, des nouveaux features, mais dans des branches à côté, que je merge dans ma branche master quand c'est prêt, quand je l'ai testé. Donc on livre des... Enfin, c'est pas encore complètement intégré
à Tower, c'est un projet open source qui s'appelle Molecule, qui est un framework de test de rôle, ce qui signifie qu'on peut avoir du continuous delivery pour le développement de son automatisation, qui derrière est utilisé pour le continuous delivery du développement des applications de l'entreprise. Voilà, c'est l'heure de la démo, donc souhaitez-moi bonne chance. Alors, ça c'est Tower. Voilà. Quand je me connecte à Tower, alors je peux vous remontrer le truc de connexion. Voilà, j'arrive ici. Pardon? Alors, il faut que je tape le bon mot de passe, sinon ça va pas marcher. Voilà, alors je me connecte en admin, évidemment tout est possible, enfin on peut faire du LDAP, de la multi-tenancy, c'est un produit vraiment d'entreprise. Alors j'ai ici là, dans ce VPC EC2, j'ai, vous voyez, une instance Ansible, c'est le nœud isolé dont je vous parlais. Dans Azure, bah, j'ai rien. Voilà, enfin j'ai la machine Ansible qui me sert dans Azure et qui est allumée, qui est en fait le isolated node dans Azure. Vous voyez bien là l'écran? Ah ouais, c'est bon. Donc c'est pareil, j'ai un isolated node dans Azure et un isolated node dans AWS et le tower, il est dans GCP quoi. Comme ça, on a tout. Là, j'ai un load balancer dans AWS. Alors, j'ai pré-provisionné les load balancers parce que j'ai une partie de ma propre automatisation qui n'est pas finie, mais ils ne sont pas configurés en fait, ça ne marche pas quoi. Il n'y a rien dedans. Voilà, alors dans Tower, le concept clé, c'est le projet. Donc en fait, tout ça, c'est pareil dans Ansible, mais c'est quand même plus funky à montrer comme ça, quoi. Donc on va prendre le projet AWS Prod. Et vous voyez ici, j'ai un Git. Donc ce Git, c'est là où il y a mes playbooks. C'est les playbooks qui vont être utilisés dans le cadre de cette automatisation. Et spécifiquement, je vais utiliser un playbook qui s'appelle stack.yaml. Je vais zoomer un peu, non? J'ai l'impression qu'on ne voit pas grand-chose. Stack.yaml, il vous montre en fait une best practice Ansible où j'ai entièrement dissocié l'infrastructure, l'application et le load balancer. Donc ce qui va se passer ici, c'est que je vais provisionner cette application, donc je vais vous parler juste après, avec application.yaml. Et je vais la provisionner sur une infrastructure que j'aurais provisionnée avec infrastructure.yaml. Là, on est dans un projet EC2, c'est une infrastructure EC2 qui va être provisionnée. Après, je vais vous montrer ce que je fais dans Azure. Ça va être la même chose. Sauf que infrastructure, il va provisionner l'infrastructure dans Azure. Mais ce qui est intéressant, c'est que application.yaml, c'est le même. Donc ça veut dire que là, c'est ça le multi-cloud. C'est-à-dire que la couche d'infrastructure, bon ok, elle a des spécificités, ils changent leurs API, c'est pénible, très bien, mais moi ce que je fais au-dessus, c'est toujours la même chose. Et donc ce que je vais tester, en plus, comme tout va être basé sur Red Hat Enterprise Linux, ça va faciliter le boulot, tout ce que je vais tester dans EC2, je vais pouvoir le redéployer dans Azure et vice-versa. Alors ici, EC2 c'est la prod et Azure c'est le dev. Alors, ce que ça veut dire, alors vous remarquerez ici que là c'est la branche master. Et ici, dans Tower, je référence la branche master. Donc je vais bien chercher ce YAML que je vous ai montré. Mais j'ai un autre projet qui s'appelle MLstack Azure. Et lui, il va taper dans la branche Devel. Et donc, si je vais le regarder, je vais en profiter pour me connecter à ça quand même, c'est plus propre. Politique d'entreprise, hein. Vous m'excusez. Donc là, je suis dans la branche master, il n'y a rien. Dans la branche, parce que je n'ai pas encore passé cette automatisation en prod. Mais dans la branche Devel, eh bien, vous retrouvez stack.yaml et stack.yaml, comme je vous l'ai promis, c'est la même chose. Alors, il ne fait pas de load balancer pour une raison qui est propre à Azure, qui est le fait que le load balancer Azure, il est configuré par la création de l'instance. C'est au moment où on crée l'instance qu'on définit le load balancer dans lequel elle va arriver. Ce qui est important, c'est la partie application qui, elle, est la même chose. Alors, on va regarder ce que c'est que cette partie application. Donc, la partie application, application.yaml, en fait, elle inclut un rôle, et ce rôle, il s'appelle EasyCat.
Alors la question, c'est d'où vient ce rôle, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce rôle? Et ce rôle, il est en fait provisionné ici. Vous voyez, il n'y a qu'un fichier qui s'appelle requirements.yaml. Et ce fichier, c'est les requirements de mon automatisation EasyCat. Et il importe un rôle qui s'appelle EasyCat. Et il l'appelle depuis la version développement. Donc je vais bien sûr aller voir ce GitHub de développement. La branche développement de ce GitHub, ça c'est le rôle qui est utilisé par mon automatisation dans Azure. Enfin, ça c'est sa branche master et il y a aussi la branche devel. Donc ce que ça veut dire, c'est ce que je vous expliquais, c'est que dans Azure, j'ai une automatisation en développement qui utilise un rôle de développement. Alors je vous ai expliqué que j'aurais pu utiliser un rôle de production. Là c'est moi, tout est en développement dans la branche développement et tout est en production dans la branche production. Qu'est-ce que c'est que cette application que je vais provisionner? Alors c'est là où ça devient marrant. Donc c'est une application en Python, en Flask. Est-ce que vous avez vu la série Silicon Valley? Les fans, vous vous rappelez de Hot Dog, Not Hot Dog? Voilà, c'est cette application-là, sauf que j'ai pas pris des hot dogs, j'ai pris des voitures. Donc au début, la version 1, alors on va provisionner la version 1, je vais vous montrer comment ça marche du coup. Donc je retourne dans Tower. Je vais alors, là ça c'était les projets. Je vous montre quand même rapidement ce que c'est qu'un template, et je vous ai pas parlé des inventaires. Donc je suis un peu pris par le temps, on en reparlera une autre fois. Les projets, donc là j'ai un projet qui s'appelle celui-ci, celui-là, voilà la prod, ML Stack AWS Prod, donc c'est la stack de machine learning dans AWS qui est en prod. Alors, il y a un système de credentials, on peut utiliser Tower comme un vault et stocker des credentials de façon cryptée et sécurisée. Et je lui passe des variables, hein, dont par exemple ici le Git de l'application que je vais déployer, et puis également la version qui correspond à un tag dans GitHub que je vais déployer. Et ça fait le lien entre le projet dans lequel il y a mon automatisation, l'inventaire, donc c'est un inventaire dans AWS, et stack.yaml, le playbook que je vous ai montré. Donc je l'exécute. Pour l'exécuter, je clique sur la petite requête. Ça va me demander, parce que je l'ai configuré comme ça, est-ce que je veux changer les trucs. Donc, par exemple, je peux changer le nom de la machine et l'appeler foobar. Et là, par défaut, ça va en déployer 2 et ça va les attacher au load balancer dans AWS. Donc, ça va faire tout le truc. Ça va provisionner des instances dans EC2, les mettre à jour avec les librairies dont j'ai besoin, aller choper les dépendances Python. Donc là, il y a TensorFlow, enfin toute la clique du machine learning. Donc, dans Python, ça s'appelle Keras. Ça les installe avec pip. Ensuite, ça va chercher le code de l'application, donc HotDog. Ça le descend, et puis une fois que ça a vérifié que l'application Flask était up, ça les attache au load balancer. Et après, j'ai plus qu'à taper le load balancer et à voir si ça marche. Donc ça va prendre à peu près 5 minutes. Et j'ai fait un petit dessin qui résume ce qui va se passer, mais avant en fait de vous l'expliquer, je vais en même temps, pour que ça prenne un peu moins de temps, lancer son équivalent dans Azure. Donc son équivalent dans Azure, hein, c'est un template aussi, un job template. Et ce job template, il a des credentials. Alors là, c'est les credentials dans Azure, évidemment, hein, ça va de soi. Il a sensiblement les mêmes variables. Et la grosse différence, c'est qu'il utilise le projet Azure, dans lequel il y avait le Git qui pointait vers les playbooks de développement. Et ça, je l'exécute pareil, en cliquant sur la petite requête. Alors on peut faire pas mal de trucs dans Tower, on peut faire des pop-up, il y a un moyen de rendre ça plus, comment dire, de fermer l'utilisation pour que des utilisateurs qui n'ont pas de pouvoir se retrouvent à être juste capables d'exécuter le truc sans savoir ce qui se passe, quoi. Alors on va aller voir notre job EC2. Voilà, donc ça c'est une log Ansible. Donc si vous avez déjà fait du Python, ça ressemble vraiment à une log Python en fait, hein. Il y a différents niveaux de verbosity. Et ce que vous voyez, c'est principalement c'est le nom des tâches en fait. Donc le nom des tâches, comme je les ai nommées de façon explicite, finalement, j'ai qu'à lire ce qui se passe. Il me dit voilà, premièrement, on va créer l'infrastructure AWS. Ensuite, on va
provisionner des instances EC2 avec le nom foobar que je lui ai donné là. Et puis on va créer des tags. Donc dans AWS, on tag les instances. Tout est basé sur des tags. C'est comme ça qu'on fait des inventaires dynamiques. Ça va tourner petit à petit. Ça prend 5 minutes à s'exécuter. Et ce que ça fait, c'est ça. Donc la petite ruse ici, c'est quand je vais créer ces instances, elles vont pas être dans l'inventaire en fait, parce que l'inventaire n'aura pas été rafraîchi. Donc il y a un moyen de rafraîchir l'inventaire dans un playbook. Mais là, j'ai choisi d'ajouter ces instances dans le in-memory inventory, et c'est pour ça que j'utilise add host. Mais comme vous pouvez voir, c'est même pas de la programmation, quoi. C'est des suites de tâches, sauf que certaines de ces tâches, comme par exemple install app, eh bien, c'est une suite de tâches. Donc, à la fin, on se retrouve, en fait, on pourrait présenter ça comme une grosse liste séquentielle. Alors, on peut faire un petit peu de boucles, hein. On peut faire des boucles, on peut faire des when, mais on restreint volontairement la complexité du truc. Dans AWS, ça se déploie, et dans Azure, ce que je voulais vous montrer, c'est que mon template Azure, lui, il utilise la version DCL v2.1, et en fait, dans la façon dont j'ai construit mes playbooks, c'est la version de cette application. Donc ici, vous voyez, donc cette application HotDog, hein, qui est donc une application Flask. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Flask, mais Flask, c'est hyper simple, quoi. C'est du Python. Je ne suis pas un pro du Python, mais c'est vraiment facile à faire. Et ce qui est important ici, c'est le fait qu'on a cette branche DCLV 2.1. Ça, finalement, c'est une branche de développement. C'est la branche que je suis en train de tester. Alors que la branche que j'ai déployée dans AWS, c'était le tag v1.0. Donc là, on a vraiment ce cas où j'utilise Ansible avec une automatisation pour déployer une application en version 1 dans EC2 et en version de développement dans Azure. Et donc, je vais non seulement déployer la même application de façon sûre sur différents clouds, mais je vais être capable de faire des trucs comme du A/B testing, par exemple. C'est-à-dire, je vais pouvoir ensuite reload balancer au-dessus de ça et dire, voilà, je vais envoyer certains utilisateurs sur Azure, certains utilisateurs sur EC2, et puis quand je serai content, je vais passer de l'un à l'autre et je vous montrerai comment. Alors, on va regarder le job prod d'abord. Dans mon expérience, EC2 va un petit peu plus vite que Azure. Voilà, donc là, on est en train de customiser la partie applicative. Donc, on est passé à la stack application. Enfin, dans stack.yaml, on est passé au playbook application qui apparaît ici. Play, install the application. Donc, c'est le deuxième play qui était dans import playbooks. Et là-dessus, on a toute une palanquée de trucs, du pip, on va copier le modèle, parce que cette application de machine learning, en fait, elle utilise un modèle pré-entraîné que moi j'ai entraîné à côté, et dans la version 1, elle utilise une version du modèle, dans la version 2, une autre version du modèle. Le temps que ça finisse, ça va prendre encore quelques minutes. Ah bah non, c'est fini. Est-ce que vous avez des questions quand même? Pas de questions? J'ai été limpide. Oui, une question. Oui, alors ça c'est une question. C'est une question en fait, comment est-ce que je peux te dire ça? Qui ne m'intéresse pas vraiment. Non, en fait, c'est une bonne question. Chez Red Hat, tout est open source. Donc AWX, c'est l'upstream de Tower. Voilà. C'est la même chose qu'entre Red Hat et Fedora. Donc c'est vraiment exactement la même chose. Ce qui n'existe pas, c'est le CentOS de Tower. Voilà. Alors, on va aller regarder ce load balancer AWS qui était là. Magique. On est arrivé sur cette première version de l'application. Alors là, c'est là où je vous fais mon petit sketch machine learning, parce que en fait, j'adore le machine learning, c'est un peu un hobby. Ça reconnaît les voitures hyper bien. Donc j'organise, comment dire, j'ai pris des images qui n'ont pas participé à l'entraînement du modèle, hein. C'est un modèle que j'ai entraîné dans AWS dans mon coin.
C'est un modèle LeNet qui fait de la classification d'images. Mais la classification d'images, en fait, ça demande beaucoup de ressources. Et il se trouve que reconnaître des voitures, c'est bien pour ça que j'ai pris les voitures pour commencer, eh bien, c'est alors hyper facile. C'est-à-dire que ça reconnaît n'importe quel type de voiture. Dans tous les cas, ça marche hyper bien. Il est là, c'est une voiture. Par contre, les chats, c'est une autre affaire. Donc, par exemple, je peux lui donner celui-là. C'est la première fois que j'ai fait ça, j'étais là. Ah ouais, quand même. Voilà. Donc là, forcément, et le pire, c'est qu'il y en a plein des comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des dizaines de chats où il dit, mais oui, mais là, je vois tout à fait une voiture. Donc, le truc, c'est que c'est principalement parce qu'en fait, après, j'ai regardé les transformations que j'applique et qu'est-ce que ça fait quand on regarde, vous pouvez regarder dans votre dog, là. En fait, c'est un carré avec la même couleur, quoi. Alors que ce chat-là, finalement, c'est pas très loin d'une voiture, il ne s'est pas distingué qu'il n'y a pas de roue. Donc voilà. Donc c'est là où je me suis dit, bon, machine learning, on va créer un nouveau modèle. On va lui donner 10 000 images de chats et on va voir s'il arrive à détecter les chats des voitures. Voilà. Et donc ça, c'est la version DCL2 que j'ai déployée dans Azure. Alors, on va juste attendre qu'il se réveille. Voilà. Donc, dans Azure, j'avais. Alors, je ne sais pas là que je voulais aller dans Job. Donc, dans Azure, si vous vous rappelez, donc il est a priori encore en train de tourner, mais probablement plus pour très longtemps. Ça. Voilà, on va le laisser finir. C'est un peu plus long, dans Azure et j'ai beau optimiser de différentes façons, rien n'y fait. Ça prend 4 minutes de plus dans Azure. Ce que je voulais vous montrer d'autre, c'est le fait que je peux utiliser une API pour m'adresser à Tower. Et c'est une API qui est assez propre en fait. Donc là, typiquement, je peux aller lui demander la liste de jobs qui existent. Donc là, ça me répond un JSON avec tous les jobs en question. Donc je pourrais aller grepper le nom des jobs. Donc ce que je vais faire plutôt, comme je suis un gros flemmard, je vais aller regarder ici. Je vais voir que c'est le job 611 qui tourne. Et dans l'API, là, je vais aller lui demander le détail du job 611. Donc ici, évidemment, on est bien d'accord, c'est pas fait pour les humains. Ah, ça c'est le project update, c'est-à-dire c'est le moment où il a été cherché dans Git le contenu de l'automatisation. Et le job status, lui par contre, est toujours running. Ce que je peux faire aussi, donc là j'anticipe un petit peu sur la suite, c'est faire un post. Donc je peux faire un post sur le job template AWS prod. Et quand je fais un post sur le job template, ça va faire la même chose que quand j'ai cliqué sur la requête. Et je peux lui fournir des extra variables qui vont me permettre de surcharger son exécution. Donc, ce que j'ai prévu de faire ici, c'est de le surcharger avec la version DCL v2.1. Ce qui veut dire finalement, livre-moi dans AWS l'application qui est dans Azure, mais cette fois-ci, passe-la en prod, quoi. Donc j'ai vraiment cette notion où je ship l'application que je veux dans le cloud que je veux sans trop m'embêter. Alors, ce qui serait bien, c'est que le job finisse quand même. On va pas se le cacher. Ce serait pas mal pour le, comment dire, pour le déroulé de la démo. Ça va arriver. Généralement, je panique et puis après, je suis là. Ah oui, ça vient de finir. Running, running, running. All right. Pardon? Alors, à la fin de ça, il me donne les temps. Donc, c'est quelque chose qui existe. Je peux vous montrer ici. En fait, on a un truc qui fait ça. C'est-à-dire que là, ça me donne les temps. Donc là, je vois que ça a pris 5 minutes 50. Mais on a même un. Je vais regarder un job Azure, voir combien de temps ça a pris. Par exemple, celui-là. Celui-là, ça avait pris 11 minutes. Donc beaucoup plus que 4 minutes, quoi. Deux fois plus longtemps. Mais par contre, on a aussi un projet open source qui fait de l'analyse pour dire quelles sont les parties d'une automatisation qui sont les plus longues et donc de façon à cibler son optimisation, quoi. Donc il y a pas mal de trucs qui vont dans Tower. Alors,
le temps que ça tourne, je vais vous montrer la fin de ma presse. Alors, j'ai un autre type d'automatisation qu'on avait fait aussi, qui est une automatisation plus entreprise, où là, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de déployer une application de machine learning, je déploie une application EAP Java. Donc un truc vraiment triste, mais que les entreprises adorent. Et en plus de ça, elle est clusterisée. Donc c'est un cluster EAP et elle provisionne une base MS SQL. Et je le fais plus sous Windows, je le fais sous Linux en fait. Donc comme on a MS SQL dans RHEL, tant qu'à faire, alors en prod c'est quand même souvent du MS SQL dans Windows. L'intérêt de ça, c'est que alors d'abord c'est que c'est compliqué à faire. En fait, installer EAP c'est quand même assez compliqué. Les fichiers XML de conf, en particulier en mode cluster, c'est compliqué. Par contre, derrière, ça a fourni une. Alors moi, je ne connais pas du tout Java. Ça fournit une fonctionnalité qui est record, c'est-à-dire que l'utilisateur, c'est un cool store, c'est-à-dire un truc de commande online, quoi, ou de commerce. C'est réellement clusterisé. Et donc, si quelqu'un fait une commande et qu'elle est traitée par le EAP1, qu'il la met dans son panier, si je shoot EAP1, donc je shut down la VM, je fais un alt dessus, je la kill dans AWS, le panier, il survit dans EAP2. Donc ça fait vraiment une automatisation. Enfin, ça, c'est la fonctionnalité EAP de base, quoi. Et ça, on l'intègre dans une chaîne de continuous delivery. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça, c'est un cas réel chez un client où eux, ils utilisent, comme tout le monde, en fait, hein, Jenkins pour faire du pipeline d'automatisation. Donc on a une étape de build qui ship dans Artifactory la release de test. Donc le développeur, il va dans Jenkins, il clique sur le launch de son pipeline. Alors il peut choisir s'il veut réutiliser son infrastructure ou provisionner une nouvelle infrastructure. S'il choisit de provisionner une nouvelle infrastructure, ça call Ansible Tower qui exécute cette chaîne d'automatisation que je vous ai montré, qui est donc spécifique infra et agnostique pour la couche applicative. Ça déploie EAP, ça configure EAP en mode cluster, ça configure la base de données, ça génère des mots de passe, que ça store dans un vault externe. Enfin, ça fait vraiment ce package d'automatisation. Et derrière, ça run des tests et unitaires et d'intégration. Donc, avec la réalisation de cette promesse qui est, on est capable de reprovisionner une infrastructure de test propre à la demande du développeur. Et le provisioning tower, donc là, chez ce client, c'est une target OpenStack, ça prend 25 minutes, load balancer OpenStack compris. Et on utilise des stack hits, qui est l'équivalent de CloudFormation pour OpenStack, en fait. Donc, il y a une partie de l'automatisation qui est déléguée à OpenStack. Mais les tests derrière, ça leur prend 5 heures. Donc nous, on est là, tranquille, quoi. Et l'intérêt de ça, c'est aussi que le war de test, il est stocké dans Artifactory, il peut être suivi, il peut y avoir une politique de release. Et quand on va avoir la même automatisation pour la production, donc ce n'est pas encore le cas chez ce client, pour l'instant, c'est que dans le test, eh bien, on va pouvoir redéployer premièrement le même war, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul build qui est testé, intégré et réalisé. Donc ça, c'est la règle d'or de la continuous intégration, parce que si vous rebuildez à chaque fois, ça ne sert à rien, quoi. Et surtout, on le déploie sur une stack infrastructure qu'on contrôle complètement, qui est automatisée avec Ansible. On sait que c'est la même, on déploie de la même façon. Ce qui change, c'est sa taille. C'est-à-dire que quand on déploie en production, c'est plus gros. Alors évidemment, je vous cache quelque chose ici, c'est la partie stateful. La partie stateful en production, la base de données, on ne la redéploie pas. Et donc là, on a d'autres mécanismes, comme par exemple faire des updates de schémas de database en production avec Ansible. Ça, c'est un use case. Voilà. Bon, maintenant, on espère que Azure s'est réveillé. Pas de raison quand même. Voilà. J'ai vu un petit finish là. Donc on voit la belle log toute propre d'Ansible. Donc il a fait la même chose exactement que dans AWS, sauf qu'il a utilisé les modules Azure pour le faire. Donc les messages sont un petit peu différents. Par exemple, dans Azure, on doit créer les cartes réseau avant de créer les VM. Donc c'est quelque chose que j'ai pris en compte dans ma couche infrastructure. Et puis après, il est arrivé au play Install the application, et celui-là, c'est le même. Voilà, c'est la même application, les mêmes dépendances, la même RHEL sous-jacente, etc. Et le résultat, c'est donc que dans ce load balancer, qui est le load balancer dans Azure, j'ai la V2 de mon application. C'est vrai qu'elle est plus sexy déjà. Et en plus de ça, sous vos yeux ébahis,
elle reconnaît les chats. Voilà. Pas trop sûr hein, non plus quand même. 64%, il y a un petit doute quoi. Néanmoins, c'est quand même une nette amélioration. Voilà, je ne sais pas si je suis bon au niveau du temps, mais et ben voilà, parfait. Est-ce qu'il reste quelques questions? Vous connaissiez Ansible avant ou? Ouais, il y a quand même souvent des utilisateurs d'Ansible, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, oui, oui, Ça avait fait diviser par 4. ouais, ça va beaucoup mieux maintenant quand même, hein, parce qu'on a structurellement changé la façon dont ça Pas, ship vrai- les modules Python. pas vraiment pour nous. Ah oui, en Pas quelle version vous vraiment. êtes? On a publié un papier, la dernière 2 points quelque chose. On aime- 2.7. voilà, C'est on le gros aimerait bien. changement, c'est 2.7. Ah, mais Ouais, je vous montrais le papier. très bien, bah écoute, volontiers. Et on se demandait comment on arrive à faire merger un patch. Parce qu'en fait, on a fait un article, on a tout expliqué, et puis ils nous disent votre cas n'est pas réaliste. Alors, dans Ansible, si vous voulez merger un patch, c'est très simple, il faut faire une pull request. Voilà. Alors après, il faut suivre la pull request et si elle est refusée, ça veut dire que les core mainteneurs, mais ça c'est pas nous, hein, c'est pas Red Hat, c'est les mecs. Alors, ce qui existe, je vais vous retrouver ce nom là, hein, parce qu'en fait, la performance de l'automatisation, c'est un sujet. C'est pour ça qu'on a encore je me rappelle plus comment il s'appelle ce projet là. Euh, c'est pour ça qu'on a encore du SALT en fait, parce que SALT ils sont très forts en High Frequency Automation. Et il y a un projet, je ne me rappelle plus le nom, il faut que je redemande, je regarde dans mes mails, mais il y a un projet qui vise effectivement à paralléliser massivement l'exécution des playbooks. Alors il y a des fonctionnalités à l'intérieur d'Ansible déjà. Et on peut faire des stratégies de parallélisation des jobs, donc j'imagine que vous avez fait ça. D'accord. Un script très minimal qui ne fait configurer les adresses réseau de serveurs. On en a 300. Ouais. Et en fait, on va dire, on est passé en version 1.9 de 6 secondes et 40% de CPU en moyenne. Après, en 2.1, c'est devenu 12 secondes et 170% de CPU en moyenne. Ouais. En 2.4, c'est passé à 16 secondes et 75% de CPU Catastrophe. en Ouais. moyenne, donc de pire en pire. Bah, il faut qu'on regarde. Moi, Et ouais. donc, on l'a envoyé au core mainteneur déjà. Donc on a patché un peu ça, mais on arrive maintenant à 8 secondes et 70%. Non, on a fait mieux. On est revenu à 6 secondes, mais avec Et 80% ça, en c'est moyenne. avec votre patch. Avec notre patch Ouais. qui divise par 3, ça va un peu plus vite. Mais on a quand même une explosion de la consommation de CPU d'un facteur 2 à 3. Sur le node managé. Non, ouais. Ouais. Et bon, Et c'est, parce qu'il paraît que le code est plus beau. je sais Mais pas. Disons, il faut regarder le code, en effet. Moi, on en fait un peu de l'optimisation. Donc, il y a un truc qui s'appelle stratégie dans Ansible qui permet de. Alors, ça, c'est le premier niveau d'optimisation, mais en fait, utiliser ça, ça fout quand même un peu la merde, quoi. C'est stratégie free. Voilà. Et donc, ça, c'est la première étape de. Faire ça dans un playbook, c'est la première étape pour accélérer. Mais si on fait ça, ça mélange un peu les logs. Et donc, il faut le faire sur des playbooks qu'on a déjà targetés comme étant le cœur du problème. Ensuite, il y a un autre projet, mais c'est un projet open source dont je ne me rappelle plus le nom, je ne sais pas, c'est pas Malloc, enfin, c'est pas Malloc, mais ça va me revenir, qui lui fait de... Pardon? Non, qui fait de l'optimisation massive, quoi. C'est-à-dire qui accélère considérablement. Et le troisième point, c'est dans Ansible 2.7, ils ont changé la façon dont le Python était poussé sur le nœud. C'est-à-dire qu'avant, ça faisait plusieurs copies, maintenant, ça fait plus qu'une seule copie. Donc là, il y a eu, avec 2.7, une amélioration notable. Néanmoins, la stratégie, c'est bien une stratégie de faire du SSH et donc à la cible exécuter. Enfin, on n'est pas dans ce rapport client qu'il y a dans Salt. C'est pour ça qu'à mon sens, il y a un use case Salt pour les trucs où il faut vraiment aller très vite. Cela dit, chez les clients, on a des parcs de 10 000 nodes, quoi. Les parcs de 10 000 nodes, finalement, ils sont automatisés correctement. Ok. Si vous faites du high frequency trading et que vous avez des use cases d'automatisation, c'est peut-être plus Salt, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais vous regardez de près. Ah, alors,
Et ça me surprend beaucoup, mais je vous propose de regarder ça ensemble, ouais, tout à fait. Ah, Mythogène, voilà, exactement. Voilà. Et c'est ça que vous utilisez? Ouais, oui, oui, voilà. Mythogène, ça par contre, ça fait partie du stream principal, ouais. Ah, il y a toujours des perfectionnistes. Très bien. Et justement, l'outscaling de l'exécution d'Ansible à des dizaines de milliers de nœuds, je suis là. Oui. Comment ça se passe exactement? Ça se fait exclusivement avec Tower ou en fait on le fait directement avec un nœud Ansible qui connecte dans SSH Bah oui, sur les 10 milliers, sur les 10 oui, bien sûr. milliers de nœuds? Vous pouvez aussi. Vous pouvez aussi. Et ça marche comment l'architecture de Tower pour outscaler comme ça? Non, alors, avec Ansible, si vous avez juste des run nodes Ansible, Ouais. c'est à vous de choisir qui run quoi sur quel inventaire. Ouais, Si mais vous donc avez en fait ça, on a un seul nœud d'orchestration. non, vous pouvez en avoir 5, mais il faut que vous ayez un chapeau qui Ouais. décide. Par exemple, il y a des outils open source qui font ça, qui font du load balancing de batch command, quoi, hein. Ouais, Finalement, ok, c'est ça, d'accord, voilà. ok. Ça, c'est le truc à la main. Ok. Donc, vous pouvez aussi y arriver. Avec Tower, c'est le cluster RabbitMQ. Donc, vous adressez un des nœuds un des nœuds de Tower, mais vous ne le voyez pas en fait. Mhm. Vous faites un call API vers Tower, c'est lui qui décide lequel de ces nœuds va exécuter le job. Donc, vous Ouais, pouvez. lequel de ces nœuds Tower slave quoi en fait, c'est ça? Ouais, enfin, Ouais, ok. en fait, il y a le cluster Tower. Hmm. Lui peut être divisé en instances groupes. Ok, Vous pouvez avoir d'accord. n instances groupes, chacun composé de n nœuds. Et sur les sites distants, vous pouvez avoir n isolated groups, chacun composé de n nœuds. Et vous pouvez slicer qui exécute quoi. Et vous pouvez le faire au moment du run, en surchargeant dans l'API le call qui dit toi, tu vas exécuter sur tel groupe si vous avez les droits de le faire, évidemment. Des dispersions par? Ouais, 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 bien sûr, ouais. Tout à fait. Ouais, tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un nœud, enfin un instance groupe dédié dans AWS, un qui fait l'automatisation Linux, un qui fait l'automatisation Windows, un deuxième qui fait l'automatisation Windows sous un sous-inventaire des Windows, par exemple. Ça, c'est possible. Ouais, c'est ça. Il faut le spécifier à l'exécution. C'est ça le truc. Il n'y a pas de sélection automatique de l'instance groupe, quoi. Enfin, en fait, ouais, il faut le spécifier à un moment, quoi. Ok, merci. Merci beaucoup. Tu restes ou pas pour les pizza parties, donc comme ça, s'il y a encore des questions.